Donc, sans plus tarder, accueillons notre premier conférencier, Normand Brodeur, qui est vice-président innovation pédagogique chez Créativité Québec, mais aussi conseiller stratégique auprès de plusieurs instances en éducation au Québec. Il vient nous entretenir de la responsabilité que nous avons de transformer notre éducation. Qui est interpellé par la transformation de notre éducation? Voyons ça. Bonjour tout le monde, bien heureux de vous rencontrer. C'est un bon détour, je suis content que Air Canada se rende jusqu'à Rouen. Soit dit en passant, au moment de notre décollage, les passagers ont été invités à prendre l'avion en direction de Rouen. On se demandait où nous étions pour atterrir et finalement on est arrivé à Rouyn-Noranda, on était bien contents. Donc, bonjour tout le monde. Je vous présente aujourd'hui la responsabilité de transformer notre éducation. Ça sera une présentation en deux temps. Un premier temps qui va toucher davantage la pédagogie, oui, bien sûr, mais un deuxième temps qui va toucher les responsabilités de tout un chacun, peu importe le rôle qu'on exerce dans le milieu de l'éducation. Donc, que je regarde. Hop, ça fonctionne, oui. Donc, j'ai été enseignant au niveau secondaire, au niveau collégial. J'ai été directeur de services pédagogiques dans un collège privé. J'ai été directeur de la Fédération des établissements de l'enseignement privé, directeur de l'innovation, donc responsable de près de 250 écoles pour lesquelles j'avais la mission de garder actuelle la pédagogie qui s'y déroulait. Et finalement, je suis rendu entrepreneur, conférencier et avant tout un éternel apprenant. Les Anglais parlent d'evergreening, donc ce verdissement permanent que j'aime bien. Donc, vous me voyez, je suis né en 1960, j'étais beau à l'époque. 1960, c'est quoi? C'est la Révolution tranquille. La Révolution tranquille où tout est permis, on n'a pas de ministère de l'Éducation, on n'a pas de ministère de la Santé qui vaille la peine d'avoir cette appellation-là. Nous sortons à peine de la grande noirceur. Donc, ce régime Duplessis, ceux qui sont assez vieux, qui ont suivi des cours d'histoire, s'en rappelleront, à ne pas confondre avec la grande noirceur du Moyen Âge où on mourait de la peste noire. Très tôt, je me suis intéressé à la science-fiction. C'est les émissions que j'écoutais quand j'étais tout petit, que ce soit Maman Bagnole, c'est-à-dire qu'une mère s'était réincarnée et on pouvait parler dans le tableau de bord à notre mère, c'était fascinant. Star Trek, Perdu dans l'espace, 2001, Odyssée de l'espace. L'avenir, donc, pour moi, qui suis né en 1960, c'était dans les années 80, dans les années 2000. On regarde maintenant en 2004, c'est possible de parler à qui on veut, n'importe où sur la planète, que ce soit avec notre cellulaire ou avec simplement là une tablette. On peut parler dans son poignet, on peut demander de fermer les stores de la maison, de baisser la température du thermostat et on a des caméras de surveillance un peu partout. Donc la science-fiction qui était là quand j'étais jeune fait partie de ma vie, fait partie de notre vie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis 1 an et demi en raison de la naissance, l'apparition de ChatGPT, mais ça fait longtemps que l'intelligence artificielle est là. Et depuis quelques semaines, on parle de Gemini. Donc, je vais vous faire écouter une courte vidéo. Hop. OK. Donc, ici. Juste un instant. Bon. Ça, c'est des trucs que la technologie nous apprend. OK, allons-y. Sur un phénomène, donc vous allez voir où est rendue l'intelligence artificielle. So here we are in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger... Bon, on va reprendre ça. Ou si quelqu'un derrière peut venir pour me donner un coup de main de 30 secondes. Pour le mettre en mode présentation ici. Je suis pas spécialiste dessus, là, c'est sur place. Diaporama, juste faire escape, puis revenir. OK.
Si quelqu'un a une chanson à répondre en attendant. Pourquoi ça... Tu fais play dessus, là? Quand tu fais play, ça joue pas? Oui, c'est parce qu'il ne joue pas, là. Là, je peux l'avoir, je peux le partir ici, mais je ne joue pas à l'écran. Ensuite, non. Ah, ok, je pense qu'on va l'avoir. Ah. Ça. C'est parti. Voilà. Excellent, on le fait rouler. So here we are in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger son, and I've added some of his science worksheets, a few slide decks from his teacher, and even an open source textbook full of charts and diagrams. With 1.5 Pro, it instantly creates this notebook guide with a helpful summary and can generate a study guide, an FAQ, or even quizzes. But for my son, Jimmy, he really learns best when he can listen to something. So we've prototyped a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. Let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics, force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his 3 laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah, can you give my son Jimmy a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so first, imagine a basketball just sitting there on the court. It's not moving, right? That's because all the forces acting on it are balanced. The downward pull of gravity. Pretty cool, right? Le père a de l'air complètement jouissif quand on lui regarde la face. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dernière étape ici, la dernière évolution qu'on connaît de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une conversation comme avec un humain. Donc, ce n'est plus une question qu'on pose, un texte qu'on reçoit, ou une réponse continue, un flow, mais une interaction qui s'établit. So here we are. Oups, excusez. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à l'école? Ben, à l'école, vous avez tous connu, ici, c'est une photo des années 50, hein, c'est pas si loin. Donc, des rangées de pupitres. Et si on regarde en 2024, il y a des efforts qui ont été faits, mais on a encore les rangées de pupitres. On a, oui, effectivement, des rangées, des laboratoires d'informatique. C'est pas une recherche d'efficacité pédagogique, c'est tout simplement pour passer des fils. C'est plus pratique de mettre des ordinateurs en rangée. Donc, ne cherchez pas la créativité de ce côté-là. Certains ont intégré du mobilier mobile, donc du mot mobile, le mobilier, pour essayer de dynamiser la pédagogie. On est encore loin. Dans ma présentation initiale, j'avais le goût de vous lire un extrait d'un roman qui s'appelle « Il était une fois mon jumeau numérique ». C'est l'histoire d'une collégienne qui entre au cégep en 2040 et, avant d'entrer au cégep, se fait implanter une puce dans la nuque tout simplement pour être en mesure de dialoguer avec sa jumelle numérique à la fin de la semaine pour compléter ses apprentissages, réviser les apprentissages de la semaine et peut-être la mettre en contact avec des balados ou autres plateformes d'apprentissage pour l'aider à réussir ses études, mais je vais vous parler plus tard de ces jumeaux numériques-là. On fait quoi avec ça? On est en 2024, on parle des compétences du 21e siècle. Si vous ne le savez pas, on est rendu en 2024, donc on a le quart du siècle de passé. Le quart du siècle, on a les 2 pieds dans la 4e révolution industrielle que certains appellent la révolution numérique. Donc, les jeunes ont changé, c'est plus comme avant. On l'entend. Vous l'avez probablement dit. C'est plus comme avant, les jeunes. Ils changent.
Pourquoi ils chantent? À chaque année, nous gagnons une année sur eux. C'est pas eux qui rajeunissent, c'est nous qui vieillissons par rapport à eux. Donc, il y a un décalage qui s'effectue. Et c'est vrai, comme quoi les jeunes ont changé. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont agiles, ils sont curieux, ils sont créatifs. Je vous amène chez Michel Cartier. Peut-être que vous connaissez pas Michel Cartier. C'est un docteur en communication, professeur à l'UQAM, qui a été consultant. Entre autres, il avait été engagé par un certain Steve Jobs, à qui il avait parlé de, ce serait peut-être intéressant, mon Steve, de penser à des réseaux. Michel Cartier, avant de mourir, parce qu'il est décédé il y a 18 mois, a convoqué 6 personnes, dans son sous-sol pour transmettre sa vision des communications. Et j'ai eu le privilège de faire partie de ces 6 personnes-là. Pour Michel, ce qui a changé, c'est pas le cerveau de l'humain. Il n'y a pas de transformation biologique qui s'est faite dans la tête de nos élèves. Par contre, la façon d'apprendre, elle, a changé. Qu'on regarde d'où venaient les informations antérieurement, pendant cette ère industrielle, c'est de l'information analogique. Donc, les gens qui avaient le pouvoir, l'État, l'Église et compagnie, les compagnies, entre autres, et qui transmettaient l'information, ce qu'on dit top-down, donc vers les gens plus bas. Maintenant, dans cette ère post-industrielle, ou la 4e révolution numérique, on parle davantage d'une diffusion, mais d'une diffusion qui se fait en arborescence. Quiconque a le savoir est en mesure de le diffuser, et nous ne sommes pas tenus, et c'est là la difficulté quand on fait de la recherche, nous ne sommes pas tenus de nous fier à des personnes qui sont crédibles. Donc, la fameuse importance de valider nos sources quand nous faisons des recherches. Je fais un parallèle, regardez première ligne en haut, là, les 55 à 70 ans dont je fais partie. Quand je suis venu au monde, c'est les médias qui existaient, de l'imprimé, de la radio, le téléphone, mais qui était branché au mur, là, le cinéma, la télévision. Regardez mes petits-enfants, la dernière ligne en bas, ce qu'ils ont, ils vont jusqu'à des objets connectés, le repérage GPS et toute la téléphonie. Donc, tout ce qui s'est transformé sur un plan des communications, mais au-delà des communications, moi j'appartiens à une génération qui vient de l'écrit. Donc, la génération de l'écrit, il y a une langue, il y a une grammaire, il y a une typographie, il y a une mémoire, et quand je lis un texte, puis s'il y a des profs de littérature ici, des profs de philosophie, vous faites lire des textes, qu'est-ce qu'on voit à travers la lecture d'un texte? On voit toute l'évolution de la pensée de l'auteur et son argumentaire. Nos jeunes ne sont plus là. Ils sont sur des téléphones, ils sont sur des tablettes, ils sont dans une génération de l'image. Et ils se promènent, même s'ils lisent un texte, à travers des hyperliens. Donc, ils pigrassent, ils voltigent, ils se promènent, ils sont dans un monde d'images, donc dans un monde d'émotions et non plus dans un monde de raison. Je vous donne un bel exemple, c'est l'actualité qui fait souvent ce type de texte-là. On a fait l'exercice ici, là, au cadre 21, où on a un texte continu pour expliquer qui est le successeur de Raúl Castro. À gauche, ce qu'on retrouve, c'est exactement le même texte. Sommes-nous tenus de le lire à partir d'en haut, de gauche à droite, de haut en bas? Pas nécessairement. Qu'est-ce qui m'attire? C'est peut-être la photo du bas qui m'attire en premier. Après ça, je reconnais Fidel qui est là. En 2017, ça peut être intéressant. Donc, le jeune va survoler et se promener. La difficulté, je vous dirais, par contre, c'est que on n'a pas accès à toutes les références, à tout l'argumentaire de l'auteur. Donc, la notion de culture générale demeure essentielle dans les apprentissages, que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire. Là, vous allez excuser mon débit. Si je parle vite, c'est tout simplement que j'avais 1h30 à 2 heures de présentation à faire, qu'il faut que je compresse en 45 minutes. La société a changé, c'est plus comme avant. Vous l'entendez, c'est peut-être vos parents. J'espère que c'est vos parents qui disent ça et non pas vous. C'est vrai que la société a changé. On en est rendu dans un monde où les robots font partie de notre vie. On l'a vu hier, ceux qui ont été à la fonderie Horn, justement, toute la robotisation pour être en mesure de faire les plaques de cuivre. Des enregistreurs de données sans fil, ça existe. Si c'est tout simplement là une mine où on a des différents enregistreurs à gauche et à droite, ces enregistreurs-là nous fournissent des données, les fameuses data. Qui est en arrière? Ça, c'est votre responsabilité de former ces personnes-là. Le temps
le travail en temps réel et à distance existe. J'ai rencontré une conseillère pédagogique qui rencontrait son équipe pour la première fois cette semaine, et ça fait déjà quelques mois qu'elles travaillent ensemble, ces filles-là, une dame de Chibougamau. Oui. La domotique, on est capable de régler notre maison à distance. Donc, à partir de mon téléphone ici, je peux régler la température de mon chalet dans la Naudière. Les objets sont connectés, que ce soit nos montres intelligentes pour calculer le nombre de pas, nos battements cardiaques, mais aussi dans le domaine de la santé. La télémédecine est là. Tous ceux qui ont des stimulateurs cardiaques doivent envoyer un rapport régulièrement à leur cardiologue ou à leur médecin de famille. Et 18 mois, c'est peut-être rendu 24 mois que les attendent dans les hôpitaux, on reçoit une alerte disant « vous allez devoir changer votre pile dans 18 mois parce qu'elle va arriver à terme si vous ne voulez pas crever ». L'économie n'a plus de frontières. Si on est capable de communiquer en temps réel un peu partout, ça signifie que si la bourse de Shanghai subit un crash, immédiatement à 9 heures ce matin, la bourse de New York, Toronto et Montréal aura réagi. Le système scolaire a peu changé, c'est vrai. Le système scolaire a sa vitesse. Et c'est une vitesse qui est décalée par rapport à la société. Et les jeunes nous le disent. Je vais vous montrer ici une enquête qui a été faite par la Fédération des établissements d'enseignement privé. C'est l'enquête de 2023. C'est la 3e enquête que la Fédération fait, donc auprès de 120 000 jeunes. Donc, ces jeunes-là qui arrivent au cégep. L'étude de 2023 a rejoint 45 000 jeunes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Leur vie sociale se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une surprise pour personne. Par contre, ce qu'ils nous disent, plus de la moitié, que la vie est stressante, qu'ils ont des troubles émotifs ou des troubles anxieux, qu'ils ont de la difficulté à se concentrer. 45% s'ennuient à l'école et 95% se disent fatigués en classe. C'est pas gai comme portrait social. Au niveau collégial, de taux de réussite de nos jeunes. Donc, c'est pas tous les jeunes qui font des études postsecondaires. Au bout de 5 ans, on a 76% des jeunes qui réussissent à l'ensemble du Québec. J'ai mis des flèches. La distinction entre les garçons et les filles de 12 points d'écart. Nos garçons au Québec ont de la difficulté avec le modèle de l'école. Je ne vous dis pas qu'ils ont de la difficulté à l'école. Ils ont de la difficulté avec le modèle de l'école, qui est un modèle traditionnel, les pupitres en rang d'oignon, où on absorbe et où on remet, qui est un modèle davantage féminin, si je peux me permettre une généralité. Le garçon a davantage besoin d'être dans l'action. Et j'ai mis une flèche devant l'immigration pour vous indiquer comme quoi c'est pas ça qui vient altérer les taux de réussite au Québec. Au niveau collégial, donc une étude qui a été faite par la Fédération des cégeps pendant 13 ans, où on remarque que le taux de réussite bon an, mal an est stable autour de 60-64%, et ça ne bouge pas, peu importe ce qui a été fait. La Fédération des cégeps a sorti une série de solutions avec les coûts associés, donc influencer les trajectoires des finissants, améliorer la rétention, agir sur la persévérance, et malgré tout, les taux de réussite au cégep demeurent les mêmes. Donc, moi, j'aime ça prendre une lunette et la virer de côté. Ce que je me dis, c'est que bon an, mal an, on a 40% de taux d'échec à chaque année au niveau collégial. On pense qu'en appliquant les mêmes solutions, on va garder les mêmes réussites. Regardez ces compagnies-là, il y en a qui sont disparues. Kodak était persuadé que l'avènement de la photo numérique, c'était passager. Levez la main ceux qui achètent encore des pellicules film ici. Qui va au club vidéo? Qui lit la presse papier? Donc, tout ça, c'est disparu. Notre monde est en évolution. Pendant ce temps-là, à l'école, ça doit changer. On n'a pas le choix, c'est vrai. Ça doit changer comment? Moi, je vais vous parler de compétences. Je ne parlerai pas de compétences du 21e siècle, je vais vous parler de compétences globales. Ces compétences globales-là, oui, on en entend parler. Les intègre-t-on dans nos classes? Ça, c'est autre chose. Les évalue-t-on? C'est encore plus difficile. Quand on parle de pensée critique, de résolution de problèmes, de collaboration, de communication, de littératie numérique, je lisais un article ce matin en industrie,
En littératie, je ne parle même pas de littératie numérique. En littératie, 45% des employés n'ont pas le niveau 3 de littératie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables, dans une usine, dans une mine, de lire les protocoles de sécurité, ce qu'il faut faire. Je ne parle pas de numératie numérique, là, de numératie de base. Donc, on a du chemin à faire. C'est quoi une compétence globale? C'est une compétence qu'on est capable d'apprendre, dont on est capable de se servir dans un contexte et qu'on est capable de transférer dans un autre contexte. Et là, ça doit nous questionner comme enseignants. Les enseignants, je vous questionne. J'ai été enseignant pendant 15 ans et ces questions-là sont essentielles. Je vous regarde, vous êtes dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, peut-être dans la soixantaine. À qui enseigne-t-on? Vous posez-vous la question? C'est qui le jeune qui arrive devant moi à chacune des cohortes qui se présentent à chaque début de session? D'où vient-il? Quelle est sa vie? Quel est son univers? Qu'est-ce que j'enseigne? Est-ce que c'est encore pertinent? Les plus vieux ici ont peut-être appris à faire des racines carrées à la main. Moi, j'ai appris à faire des racines carrées à la main. Qui fait encore des racines carrées à la main? Quand on a une calculette qui est à côté de nous qui peut le faire facilement. Donc, est-ce que c'est encore pertinent? Je dois me poser la question, ce que j'enseigne, est-ce que c'est encore pertinent pour la société dans laquelle je vais envoyer mon jeune? Comment j'enseigne? Est-ce que vous levez le nez de votre ordinateur ou de vos notes, qui ont peut-être jauni avec le temps, pour regarder la réaction des étudiants qui sont devant vous? S'il y en a qui dorment, s'il y en a qui somnolent, s'il y en a qui ont la face bleue parce qu'ils sont sur Facebook, où sont-ils? Que font-ils? Comment enseigne-t-on? Est-ce qu'on s'assure que nos jeunes sont en action ou en simple mode d'absorption? Le niveau de concentration d'un jeune est rendu à 4 minutes. Pas long, 4 minutes. Vous avez le temps de faire quelques phrases en 4 minutes pour que le jeune comprenne et après ça, il décroche. Donc, il faut stimuler, il faut faire des blagues, il faut donner un exemple, il faut interpeller, il faut avoir de l'animation. Donc, il faut être dynamique. Est-ce qu'on a un profil de sortie? Les jeunes qui rentrent à l'UQAT, les jeunes qui rentrent au cégep de Abitibi-Témiscamingue, quels jeunes imagine-t-on à la sortie de ces études-là? Comment est-ce qu'on l'imagine? Je vous dis, présentement, au ministère de l'Éducation, parce que j'y suis consultant, on travaille sur ces notions-là. Les écoles travaillent beaucoup, les écoles secondaires, sur le profil de sortie, parce que le monde dans lequel on s'en va changer, et ce, très rapidement. Puis là, j'ai l'impression d'être un prophète de malheur, un peu comme en 1980, quand je faisais partie des premiers comités écologiques, et qu'aujourd'hui, en 2024, là, on a l'écologie qui est là, puis les gens disent « Ah ouais, il faudrait peut-être qu'on commence à y penser. » On est rendu là. Dans notre carrière, est-ce que vous avez pensé au développement? Est-ce que vous avez pensé au développement professionnel? Quel est le dernier développement professionnel pertinent que vous avez fait, c'est-à-dire qui vient modifier ma façon d'enseigner, ma façon de réagir en classe? Est-ce que vous partagez vos pratiques avec des collègues? Est-ce que des collègues partagent des pratiques avec vous en disant, écoute, moi je viens de vivre telle expérience, là, c'est fantastique, je pense que tu aimerais ça, est-ce que ça te tente? On pourrait peut-être même faire du team teaching. Est-ce que c'est rentré dans votre tête que la formation tout au long de la vie, l'evergreening, là, c'est pas pour les étudiants qui sont devant vous, c'est pour vous aussi. Quand j'ai terminé mon secondaire, en 1900 quelques, on me disait que j'étais appelé à faire probablement 2 professions dans ma vie. J'en ai fait 7. Les jeunes d'aujourd'hui se font dire qu'ils dureront probablement 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un même emploi et qu'ils risquent de changer. Il faut être mobile. Il faut que nos compétences soient transférables. Quand j'ai terminé mes études, mes premières études universitaires, on me disait comme quoi je serais bon pour faire ma carrière avec les compétences que j'avais acquises. Il y a 10 ans, on disait que ces compétences-là étaient bonnes probablement pour 10 ans. Et maintenant, on dit comme quoi il faut se former tout au long de la vie parce que les compétences ne tiennent pas la route et qu'elles changent.
Donc, il faut penser en dehors de la boîte. Est-ce que vous avez pensé à du mentorat pour vos jeunes? Et le mentorat peut être de différents niveaux. Hein? Ça peut être un élève de 3e année qui accompagne un élève qui rentre en première session au cégep, quand on sait l'importance de la réussite de la première session au cégep sur le parcours de ce jeune-là. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur aussi. L'accompagnement des stages. Pourquoi on ne reconnaît pas les emplois d'été ou de fin de semaine de nos étudiants réguliers alors qu'on le fait avec nos adultes, avec la reconnaissance des acquis? 2 poids, 2 mesures. Des visites en industrie, en entreprise, du team teaching. Avez-vous entendu parler d'andragogie? Donc, le savoir apprendre. Apprendre à apprendre. Est-ce que vous avez déjà lu des articles sur la neuroscience? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de nos jeunes quand ils apprennent quelque chose? Tout ça, ça fait partie des recherches actuelles en éducation. L'éducation a changé. L'éducation devient de plus en plus une science et s'appuie sur des preuves concrètes et des recherches. Il faut optimiser notre expérience d'apprentissage parce que nos jeunes, dès la 1e, 2e, 3e année du primaire, font de la robotique avec des petits bebop et compagnie. Rendus à l'âge de 14 ans, ils peuvent s'inscrire à Robotic First, donc c'est pour les 14 à 18 ans, et s'inscrire à des concours internationaux. La réalité mixte, certains s'en servent. Et si on parle de réalité virtuelle, on parle de réalité augmentée. Donc, à l'aide de lunettes, on peut, ou même à l'aide de jeux. Hier, on a vu là, un centre de formation professionnelle avec un jeu où on avait un convoyeur, je crois, qui se promenait dans une mine pour développer des compétences de nos jeunes. Ces expériences-là, en virtuel, ça fait, on est dans un environnement numérique permanent. Et les preuves, ici, c'est, le cadre 21, ceux qui ne connaissent pas, là, c'est le Centre d'animation, de développement, de recherche en éducation pour le 21e siècle que j'ai eu le privilège de créer. Je ne suis plus là. Par contre, c'est accessible à la grandeur de la francophonie. Je ne dis pas du Canada, du Québec, je vous dis de la francophonie. Et je vous dis que les formations sont gratuites pour tous les francophones du Canada. Donc, du développement professionnel, si vous en voulez, c'est gratuit au cadre 21. Ici, c'est sur les apprentissages virtuels et on ne voit que des bénéfices partout. Donc, des gains par la construction d'identité, un sentiment de présence pour le jeune. Je me promène dans une mine comme si j'y étais pour de vrai. Donc, les gains, on les a au niveau des apprentissages collaboratifs, contextuels. Le jeune s'engage parce qu'il a l'impression de participer et de vivre la situation et ça lui donne une représentation spatiale. Vous êtes en classe et vous allez dire, quand tu vas te retrouver dans une mine. Oui, tu vas te retrouver dans une mine. Moi, le premier, là, pour préparer ma conférence, j'ai lu parce que je suis à l'opposé, donc 2 galaxies de ce qui se passe dans les mines. Ma vie n'a pas été dans les mines du tout. Pour moi, on descendait en ascenseur là-dedans ou en camion dans un trou noir, et c'est à peu près tout ce que je savais. Ça donne une représentation du réel. Puis là, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle. On n'est pas rendu là encore, mais l'intelligence artificielle, elle fait peur. Au niveau secondaire, c'est comique, elle est majoritairement acceptée. Au niveau collégial et au niveau universitaire, il y a de grandes craintes, notamment quant au plagiat. Mais il y a beaucoup de résistance dans ces ordres d'enseignement-là. J'ai eu la chance d'entendre Delphine Lecerf. Delphine Lecerf, qui est une PhD là, en intelligence artificielle, qui a fondé Edu 2050. Et la conclusion de sa conférence, c'est il n'y a pas de problème avec l'intelligence artificielle pour les 2 à 4 prochaines années, parce que ça va être des années où l'intelligence artificielle va ingérer, ni plus ni moins, la somme des connaissances humaines, donc tout ce qui est cognitif. Par contre, au bout de ces 4 années-là, une fois que
les apprentissages, les façons d'apprendre et les connaissances seront ingérées. Qu'est-ce qui va nous différencier de la machine? Et c'est là que ça va être important. C'est toute notre part d'humanité. On parle d'intelligence artificielle, on parle d'accompagnement, on parle d'enseignement. On ne parle plus d'enseignement comme on parle aujourd'hui. On est là pour transmettre des connaissances. On va parler d'enseignement pour accompagner des jeunes. Oui, il va y avoir un choc. Oui, il va y avoir des pertes d'emplois qui vont venir. Oui, ça va être difficile. Par contre, l'éducation est un des secteurs qui ne devrait pas être touché, mais il va être grandement affecté par la façon dont il va se dérouler. On a peur que les élèves trichent dans les travaux qu'on leur donne, dans les examens qu'on leur donne. Et là, c'est une citation du prof Audet qui enseigne en Ontario, qui dit « C'est peut-être pas le jeune qu'il faut questionner comme les épreuves, les travaux, les tests que vous avez donnés. » Ça nous renvoie à notre propre pratique, ça. Rappelez-vous, quand Google est arrivé, on se disait « Ne créez pas de questions googlables dans vos examens. » Ben, aujourd'hui, je vous dirais, ne créez pas de questions chat-GPTables dans vos examens, c'est-à-dire soyez plus subtils, donc posez des questions plus complexes. Quand on parle de situations complexes d'apprentissage, c'est ça, c'est là qu'il faut amener nos jeunes. Comment faire pour valider son expérience d'apprentissage si j'intègre le numérique et l'intelligence artificielle? C'est pas évident, tu sais. Bon, on me demande, il y a des pressions, il y a une bonne équipe de conseillers pédagogiques qui font de la pression pour que j'intègre du numérique dans ma profession. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça me pousse dans le dos. Ben, il y a moyen de valider ce qu'on fait. Je vais vous parler de Ruben Puentedura. Levez donc la main ceux qui connaissent Ruben Puentedura ici. OK, on n'est pas en pays de connaissances. Donc, Ruben Puentedura a mis sur pied un modèle pour valider la pertinence de l'intégration du numérique en éducation. Son modèle s'appelle le modèle SAMER. Substitution, augmentation, modification, redéfinition. Je vous donne des exemples. La substitution, c'est quoi? C'est-à-dire que je demande à mon jeune d'écrire un texte à l'aide d'un ordinateur plutôt que de l'écrire à la main. Quel gain d'apprentissage est-ce que j'ai fait? 0 une barre. C'est de la substitution. Le travail est plus facile à lire, me diront certains. C'est la seule différence. Si je fais de l'augmentation, oups, là, je vais un petit peu plus loin. Je demande à mon jeune, dans une classe de chimie, de physique, peu importe, d'insérer un tableau Excel dans son rapport de science. Ben là, j'ai été un petit peu plus loin parce que s'il change une donnée dans son tableau, ben les résultats vont changer aussi. Là, j'ai un premier gain qui arrive, mais qui n'est pas si fort que ça. Il aurait pu être fait avec une calculette. Hop, là, je change. Je m'en vais dans le domaine de la modification. Là, je suis complètement ailleurs. Exemple, je demande d'utiliser une interface d'écriture collaborative, que ce soit les Google Docs, les Etherpad de ce monde. J'ai une équipe de 4 élèves qui rédigent un texte de philosophie. Je sais qui a écrit. Tu sais, quand vient le temps d'évaluer le travail en équipe, qui a fait quoi, là, vous savez qui a écrit. Et au-delà de ça, les jeunes, il y en a qui peuvent être installés ici pour écrire, il y en a qui peuvent être installés dans le parc en face, puis il y en a qui peuvent être dans leur chambre, et ils sont dans des lieux différents pour rédiger un même texte. Ça ne se faisait pas avant l'avènement du numérique. Et la redéfinition, ben là, on est complètement ailleurs. C'est pas d'aller toujours en redéfinition qui est important, mais c'est de faire vivre une expérience d'apprentissage. Redéfinition, exemple, créer une production multimédia. Je mets du vidéo, je mets du son, je le mets en ligne et je le diffuse sur les réseaux sociaux. C'était impensable avant l'avènement du numérique. Donc, Ruben Puentedura, il a implanté ce modèle-là et il est très utile en tant que pédagogue pour valider mon expérience. Et là, vous vous dites, « Hey, ça me pousse dans le dos, là. Comment est-ce que je peux faire? » Ben, vous êtes choyé parce qu'au mois de mars dernier, le ministère, le CETREC, le Centre de transformation de réussite en éducation du Québec et EdTech, a publié le guide pratique en technologie éducative. C'est rempli d'exemples, de moyens, d'explications pour vous aider à implanter le numérique dans vos apprentissages. Mais ça fait peur. Et quand ça fait peur, c'est pas le rationnel qui réagit, c'est votre petit reptilien qui est branché dans vos tripes ici, là. Donc, on est dans le ventre.
Je vous transmets ici une flèche de croissance, pas de malaise, mais de développement professionnel faite par mon collègue Marius Bourgeois de l'Ontario. Présentement, quand on enseigne, que ce soit là pour une session, un bout de programme qu'on connaît bien, qu'on enseigne depuis quelques années, nous sommes confortables dans notre situation, ce qu'on peut appeler des pantoufles. Hein? Si je change un peu du moins, il faudrait peut-être que j'intègre un peu de numérique, puis je vais demander aux jeunes d'apporter leur ordinateur ou leur téléphone. Bien là, je deviens un petit peu inconfortablement confortable, parce que je ne me suis pas vraiment remis en question. Je suis rentré un petit corps étranger dans le cours, c'est tout. Et là, j'ai un collègue qui me dit « Hey, Normand, j'ai intégré de la réalité augmentée dans ma classe. C'est vraiment wow comme expérience. Viens avec moi, on va faire du team teaching. » Et là, vous êtes nerveux de partout, là. Et là, vous êtes inconfortablement inconfortable jusqu'au jour où vous allez comprendre que votre développement professionnel, c'est quelque chose qui se fait tout au long de la vie et qu'on est condamné à être confortablement inconfortable parce qu'on est dans un monde en constante évolution. On va passer au niveau des rôles maintenant, cette deuxième partie. Donc, deuxième partie, les rôles, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la responsabilité de tous. Un vieil article, ça date de 2023, excusez-moi, on dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. C'est dans 6 ans, ça. Là, vous allez me dire, Normand, tu charries. Cette revue française-là, ben, c'est pas une revue, c'est un site, là, France au travail, charrie. Ben, si je regarde ici, j'ai France Stratégie, DARES, le Forum économique mondial, l'Institut Sapiens, McKinsey, les étudiants BEVA, l'Institut pour le futur, qui disent que d'ici à 2030, les compétences manuelles vont baisser de 14 % et les compétences technologiques augmenteront de 50 % Et quelles seront les compétences recherchées pour 2030? Donc, je vous rappelle que c'est dans 6 ans. Je ne serai pas en retraite pour la majorité d'entre vous. Donc, ça va être quoi? L'esprit critique, la créativité, la prise d'initiative, l'apprentissage continu, la résolution de problèmes complexes. Vos jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, première question qu'ils se font poser par un futur employeur, c'est « Qu'est-ce que tu sais faire? » Et s'ils répondaient de façon honnête, ils diraient « Je sais étudier. » C'est pas ça que l'employeur cherche. Il cherche des jeunes compétents, habiles. Frédéric Lenoir, donc philosophe bien connu, nous affirme comme quoi, oui, l'école transmet tout plein de connaissances et c'est important. Et je suis d'accord avec lui. Par contre, ce qu'il déplore, c'est que l'école transmet pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de savoir-être. Les emplois de 2030, vous pensez que c'est loin? Regardez ce tableau-ci. Il y a 15 ans, à gauche, un ergonome du web, ça n'existait pas. Un pilote de drone, ça n'existait pas. Regardez les emplois qui n'existent pas encore. Un chirurgien d'augmentation de mémoire. Un avatar conseiller financier. Ça va être là. Présentement, dans le domaine des technologies, ce qui se développe le plus, ce sont justement des avatars spécialisés pour répondre, pour avoir des spécialistes qui sont capables en IA de répondre à des problématiques pointues. Le danger, on a des analphabètes numériques présentement. Ça va être l'électronisme, le danger. C'est Alvin Toffler qui dit « Les analphabètes du 21e siècle, ce ne sera pas ceux qui ne sont pas capables de lire puis pas écrire. Ça va être ceux qui ne sont pas capables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Ce que vous enseignez, peut-être que vous l'enseignez bien, mais peut-être que vous devez désapprendre la façon dont vous l'enseignez pour réapprendre comment l'enseigner de façon dynamique, pertinente, concrète, axée, ancrée dans la réalité. Présentement, au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est pas au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est au Conseil supérieur de l'Éducation. Il y a une recherche qui est menée depuis 3 ans. La directrice du pôle de l'éducation, c'est la directrice générale du Cégep Maisonneuve, qui identifie les moyens de repenser l'expérience éducative du Cégep. Parce qu'il y a un taux d'abandon quand même élevé au Cégep, que ce soit au Cégep général ou au Cégep professionnel, technique.
ce qui ressort de ce tableau-là, l'importance de réseauter. Vous avez vu ce matin comment est-ce que c'est important de réseauter entre vous. Nos jeunes réseautent entre amis, mais il faut les amener à réseauter, particulièrement les gens qui sont en... Quand on parle de les jumeler à des mentors, pourquoi ce ne serait pas quelqu'un du secteur minier qui réseauterait avec vos étudiants? Hein? Je vis telle problématique dans ma classe. Hein? C'est facile à faire. Que c'est important de créer une vie sociale pour nos jeunes, que ça soit pas juste un lieu de passage, le cégep, j'en prends, mais qu'il y ait une vie. Probablement qu'en région, c'est différent. Hein? Montréalocentriste, excusez-moi. Hein? C'est important de les faire explorer, de les faire découvrir. Et je vous révèle un scoop, la photo en bas à droite. Ben, j'aurais pu vous photographier cet après-midi. C'est une joute créative de Créativité Québec. Donc, les mettre dans des situations d'apprentissage autres, où ils sont appelés à collaborer ensemble. On demande souvent, le verbe collaborer, ça fait à peu près 12 fois là, que je m'en sers depuis le début de ma présentation. Qui a appris à l'école à collaborer avec des collègues? Et il n'y a pas 10 personnes. Okay? Ce n'est pas inné que de collaborer. Ce sont des apprentissages. Et là, je m'adresse aux responsables, tous ceux qui ont le pouvoir ici de toucher à l'organisation scolaire. Puis volontairement, j'ai pas mis une image de boîte en disant « think outside the box ». J'ai mis une image de barreau de prison pour montrer comment est-ce que c'est difficile. Parce que le premier réflexe, c'est de dire, ben non, mais ça se fait pas changer les horaires. Ça se fait pas changer les planifications. Ça se fait pas changer les programmes. Ça se fait pas changer les tâches. Moi, je me souviens d'avoir travaillé, je travaillais régulièrement avec lui, le ministre Proulx de l'Éducation, qui me disait, les fonctionnaires me disent ad nauseam, ça se fait pas, M. Proulx. Et il répondait, c'est bien malheureux, mais peut-être que ça se faisait pas, mais ça va se faire maintenant. Et ça prend du courage managérial. Donc, cette dame ici, donc la directrice Cégep Maisonneuve, ce qu'elle dit, c'est donnons du temps à nos jeunes pour qu'ils puissent se réaliser, augmenter leur zone de confort, qu'ils se découvrent. Est-ce que c'est important de faire un cégep général en 2 ans, un cégep technique en 3 ans? Est-ce qu'on leur donne, parce que les programmes sont de plus en plus serrés et étroits, on leur donne de moins en moins la possibilité d'explorer. Moi, personnellement, j'ai fait 6 cours de philo et 8 cours de littérature, tout en étant en sciences de la santé au cégep de Granby. Aujourd'hui, c'est plus pensable. Il faut peut-être penser en dehors de la boîte. Maintenant, je m'adresse aux gens de l'industrie. Les 6 principales tendances qui s'en viennent en technologie minière, selon World Sensing, sont installées en Espagne, ils travaillent en Amérique, ils travaillent en Europe, ils travaillent en Asie. Ils parlent d'automatisation, évidemment, du suivi de la main-d'œuvre, dans les mines et des technologies GPS, donc d'être capable de repérer, identifier. Mais il parle aussi de jumeaux numériques. Et là, je vais vous faire rêver. La semaine dernière, j'étais avec une directrice d'un bureau d'architecture qui avait pour mandat d'agrandir un collège. Ce qu'ils ont fait avec des drones, ils ont mesuré toutes les pièces de l'édifice existant, qu'ils ont reproduit en 3D. Il n'y avait plus de bleu de travail, là, comme chez les architectes. Ils ont reproduit en 3D et à partir de ça, ils ont fait leurs travaux d'agrandissement. Donc, un jumeau numérique, c'est quoi? C'est promener des drones dans ma mine, être capable d'en faire une copie et travailler sur la copie pour voir qu'est-ce que ça va faire, telle manœuvre que je voudrais exécuter. Avoir des renseignements opérationnels, être capable d'opérer à distance, data, avoir des informations, la surveillance sans fil. Pourquoi? Parce que nos jeunes, notre devoir, c'est de les amener avec des étudiants qui sont capables de s'accomplir comme individus, comme citoyens, qui se sentent bien. 55% de nos jeunes disent être anxieux. Vous êtes chanceux, les vacances arrivent, j'ai pensé à vous, j'ai trouvé une lecture pour l'été, le dernier numéro de pédagogie collégiale qui est sorti jeudi passé. C'est à croire qu'ils avaient écouté ma conférence avant. Ils parlent de développement professionnel, ils parlent de pédagogie active, ils parlent de formation à distance, de formation continue et de réflexion sur la profession enseignante. Bonne lecture d'été, ça peut être pertinent pour vous. Parce que l'élève qui est devant nous,
Ça va être l'employé ou gestionnaire de demain. Est-ce qu'il va être prêt à relever les défis, cet étudiant-là? Merci.